Bonjour, chers étudiants. On va continuer notre cours portant sur les problèmes économiques et sociaux, plus particulièrement le chapitre troisième. L'autre fois, on a mis l'accent sur les thèses ou bien les théories cherchant à expliquer ce développement. Nous avons évoqué la thèse du cercle vicieux de la pauvreté de Knox et la théorie libérale de Rostov. Maintenant, on va continuer notre cours en évoquant les autres théories cherchant à expliquer la cause ou bien les causes de ce développement. La thèse malthusienne ou le poids de la démographie. Malthus est un économiste pessimiste. Il voit que le malheur des pays sous-développés s'explique par leur forte croissance démographique. Vous avez déjà vu dans le cours d'économie générale que pour Malthus, les ressources naturelles suivent une progression arithmétique alors que la démographie ou bien la croissance démographique suit une progression géométrique. De là, les pays sous-développés se trouvent dans une situation incompatible, une situation de déséquilibre. Leur progression démographique ne leur permettent pas, bien sûr, de satisfaire leurs besoins de subsistance. Et donc, Malthus voit dans la démographie un facteur de blocage et un élément de déséquilibre socio-économique dans les pays en voie de développement, ce qui peut causer bien sûr une mauvaise alimentation, chômage, exode rural, analphabétisme et surtout un problème de santé. Vous savez très bien que lorsqu'un peuple est malade, il ne peut pas bien sûr créer de la richesse. Cette thèse malthusienne a été bien sûr objet de critique. Ceux qui l'avaient critiqué avaient donné des contre-exemples. Le cas de certains pays aujourd'hui qui sont surpeuplés et pourtant sont de grandes puissances économiques mondiales. Le cas de la Chine, de l'Inde, du Brésil et autres pays en voie de développement. Mais les Malthusiens n'ont pas cédé à ces critiques et on a assisté à un nouveau courant qui s'appelle les néo-malthusiens. Les néo-malthusiens qui cherchent à réhabiliter la théorie de Malthus pour mettre l'accent encore une fois sur le poids de la démographie et de la planification démographique comme stratégie de développement économique. Le déterminisme géographique. Il met l'accent sur le facteur géographique. Ces auteurs voient que le problème des pays en voie de développement est un problème exogène qui est indépendant de leur volonté, dans la mesure où ces PVD, ces pays en voie de développement, sont généralement situés dans des zones géographiques du globe terrestre, zones où il y a bien sûr hostilité du climat, sécheresse, etc., inondations, etc. Et donc le sous-développement, là, s'explique par un élément majeur, un facteur majeur, c'est la sécheresse, c'est la géographie.
C'est pourquoi on parle du déterminisme géographique. C'est quoi le déterminisme? Le déterminisme signifie que un seul facteur détermine, explique tel ou tel phénomène socio-économique. Par exemple, pour ce courant de pensée, le sous-développement en tant que phénomène socio-économique s'explique par la géographie. Stop. Là, c'est un déterminisme. Autrement dit, il rejette les autres facteurs. Il responsabilise le facteur géographique. C'est ça le déterminisme. Et le cas de l'Afrique subsaharienne, notamment plusieurs pays de l'Afrique, bien sûr, répondent à cette théorie, sont sous-développés parce que il y a hostilité du climat et défi de la nature. Mais l'historien Arnaud Toynbee va rejeter cette théorie, va rejeter le déterminisme géographique. Lorsqu'il cite, si on cite Toynbee, voilà, il est bien connu par son formidable passage lorsqu'il nous dit la présence de difficultés à surmonter et de défis à relever aiguise les facultés créatrices de l'homme. L'hostilité de la nature et les défis climatiques auraient dû faire des pays en voie de développement de grandes puissances économiques, tels que le cas du Japon et d'autres pays asiatiques. فهاد السيد هذا هاد توينبي كيقول لك بالعكس هاد لي بيي هاد لي ديفيكولتي كليماتيك هاد لي ديفي كليماتيك هاد l'hostilité de la nature aurait dû faire de ces pays des grandes puissances industrielles. Lorsque la nature est hostile, lorsque le climat est hostile, c'est l'occasion pour ces pays de chercher à s'industrialiser, à se lancer dans l'industrie, dans la technologie. Il ne faut pas compter sur l'agriculture. C'est le cas par exemple du Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui est sec. Ça, c'est connu par les géographes. Mais chaque fois, on dit voilà que on peut attendre les bonnes compagnies agricoles. Non, lorsque votre pays est sec, lorsque vous êtes devant un défi climatique, alors il faut changer l'orientation de politique économique. Il faut aller s'industrialiser. Et le cas du Japon, le Japon et d'autres pays asiatiques, l'Indonésie par exemple, ce sont des pays où il y a hostilité de la nature, les inondations, etc., etc. Et voilà, le Japon, c'est une grande puissance économique et industrielle. Bien. Le déterminisme religieux. Ah. Certains auteurs mettent l'accent sur l'importance des facteurs religieux en matière de développement. Là, il faut citer le grand sociologue Max Weber. Max Weber, dans un ouvrage qui fait jusqu'à maintenant autorité, le protestantisme et l'esprit du capitalisme, c'est un ouvrage de très grande importance. Dans cet ouvrage, Max Weber considère que l'émergence ou bien la naissance du capitalisme s'explique par la religion protestante et que le protestantisme contient en substance tous les éléments et les facteurs qui permettent l'émergence du capitalisme et de l'économie du marché. Le goût du risque, la recherche du profit, la concurrence, etc. Tous ces éléments, on les trouve dans le livre du protestantisme. Et donc, s'il est payé, donc pour Max Weber, si l'Occident il est maintenant développé, il est développé par sa religion. Et donc, les autres religions sont des facteurs de blocage. Ah.
Et là, à l'occasion, il y a ceux qui sont allés jusqu'à responsabiliser le sous-développement, l'islam en tant que responsable du sous-développement du monde musulman. Mais là, le grand sociologue Anderson a répondu à ces auteurs dans un passage excellent en disant que si l'islam n'est pas compatible avec le capitalisme et le socialisme, ça ne veut pas dire qu'il est incompatible avec d'autres systèmes socio-économiques. Ce n'est pas parce que l'islam n'est pas compatible avec le capitalisme et le socialisme, donc l'islam ne peut pas être compatible avec un autre système socio-économique. Au contraire, il faut chercher ce système socio-économique avec qui l'islam peut être compatible. Et donc, les thèses selon lesquelles l'islam est un facteur de blocage et de sous-développement, ce sont des thèses qui ne tiennent pas debout. Ce sont des thèses qu'il faut rejeter, bien sûr. Et donc, le déterminisme religieux donc, est critiquable quand même. Le poids des facteurs non économiques. Plusieurs auteurs ont cherché à expliquer le sous-développement non pas par le quantitativisme, mais par des facteurs non économiques tels que les mentalités et les habitudes. Mais parmi les théories les plus fascinantes en la matière, je vais me limiter aux travaux du courant néo-institutionnaliste. Pour ces auteurs, le sous-développement est à chercher dans la qualité des institutions. Le courant institutionnaliste est venu pour mettre l'accent ou bien pour critiquer les théories qui expliquent ou bien qui cherchent à expliquer la croissance et le développement par le quantitativisme, par le taux de croissance, par le taux d'épargne, par l'équilibre du balance commerciale, l'équilibre budgétaire, etc., etc. Là, et bien sûr, le courant néo-institutionnalisme s'oppose au mainstream libéral, c'est-à-dire au courant dominant, le paradigme libéral, sur plusieurs de ses piliers. Il vient critiquer l'individualisme et bien sûr la tyrannie des marchés. Donc il ne faut pas tout expliquer par l'individualisme, par les marchés, par le quantitativisme. Les néo-institutionnalistes sont clairs. Si les pays sous-développés aujourd'hui sont sous-développés, c'est parce que leurs problèmes se trouvent dans la qualité des institutions. Leurs institutions sont mauvaises. Et là, nous allons par la suite expliquer en quoi consistent les institutions, en quoi consiste la qualité des institutions. Les institutionnalistes considèrent que le quantitativisme est incapable d'expliquer le phénomène du sous-développement. Et ce qui donne richesse au courant institutionnaliste, c'est son caractère pluridisciplinaire. C'est un courant qui demande à l'économie de s'ouvrir sur d'autres spécialités, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la psychologie, la culture. Alors, si on s'ouvre sur toutes ces disciplines, si on brise les frontières entre l'économie et les autres disciplines, nous aurons des lunettes qui nous permettent de bien voir le problème du sous-développement. Expliquer le sous-développement avec l'économique, c'est faux pour les néo-institutionnalistes. Il faut aller voir d'autres facteurs
qui est en relation avec la sociologie, avec l'anthropologie, avec l'histoire, avec la psychologie, avec la culture, avec la religion, etc., etc. Et là, les néo-institutionnalistes vous soulignent demandent de sortir de l'économisme rigide vers ce qu'on appelle l'économie plurielle. C'est quoi l'économie plurielle? C'est l'économie qui déclare le libre-échange sur les autres disciplines. Bien, pour les institutionnalistes, en cas de dysfonctionnement d'une économie, la raison est simple, c'est parce que ces institutions sont nécessairement en tort. Et donc, le niveau de développement d'un pays s'explique presque intégralement, totalement par la qualité des institutions. C'est vrai, les ressources, la géographie physique, la politique économique, la géopolitique, l'approche genre, ont des effets, mais peu d'effets, voire aucun effet. La raison, c'est les institutions. Il faut aller étudier analyser les institutions. Lorsque les institutions sont pourries, là, ce développement, il est au rendez-vous. C'est quoi les institutions? C'est quoi la notion d'institution? Là, je vais évoquer la définition de Douglas North, prix Nobel d'économie, qui a travaillé donc sur les institutions. Les institutions, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles formelles et informelles. C'est quoi les règles formelles? La constitution, Dustur, les lois, les règlements, système politique, la nature de la démocratie, les dirigeants, la décision, tout ce qui est tout ce qui est règle, l'administration, euh, les organismes publics, comment ils fonctionnent. Tout ça, c'est des règles formelles. Mais il y a des règles informelles, hein, les croyances, les habitudes, les normes sociales, etc., etc. Donc là, comment nous avons dit que ce développement s'explique par la qualité des institutions. Maintenant, comment on va expliquer donc la qualité des institutions? Comment on va mesurer la qualité des institutions? La mesure des institutions se ramène à apprécier l'indice global de gouvernance qui est une moyenne de 6 mesures. شنو هاد les 6 mesures? La participation des citoyens, responsabilisation bien sûr des citoyens, hein, donc l'approche participative, est-ce que les citoyens participent à la direction de la chose publique, hein? Est-ce que les citoyens jouissent de droits politiques, de droits de la démocratie, de droits civils, etc., etc. C'est un indicateur. La mesure de la qualité des institutions s'explique par un autre critère, la stabilité politique et absence de violence. Donc, dans un État, dans un pays où il y a instabilité politique, il ne faut pas espérer un développement économique, socio-économique. Troisième élément, efficacité du pouvoir public. La qualité de la prestation des services publics. Est-ce que l'État répond aux attentes de la population? Population qui paie les impôts, les taxes, etc. Elle attend quelque chose du pouvoir public. Elle attend une santé de bonne qualité. Elle attend un enseignement de bonne qualité. Elle attend une infrastructure de bonne qualité, un éclairage de bonne qualité, une formation, etc., etc. Est-ce que ces prestations sont là? S'ils ne sont pas là, donc il y a problème des institutions. Quatrième élément, le poids de la réglementation. Donc, est-ce que donc c'est lorsqu'il n'y a pas un système de régulation par l'État? Est-ce que l'État contrôle les marchés? S'il y a un monopole, il faut le réguler. S'il y a donc un excès, un abus d'un organisme public, il faut donc le réguler. Il faut contrôler le système bancaire, etc., etc.
Et malheureusement, si ça n'existe pas, donc il y a un problème dans les institutions. Est-ce qu'il y a un état de droit? Un état, là, avec E majuscule, دولة الحق والقانون, hein, un état de droit. Est-ce que lorsque, donc, est-ce que les gens sont protégés? Est-ce que les biens des gens sont protégés? Est-ce que la propriété privée est protégée contre la violence, contre le vol, etc., etc. Et last but not least, sixième facteur, absence de corruption. Le choix. Donc, on mesure la qualité des institutions par le degré de corruption. Dans un État où il y a la corruption, donc on ne peut pas espérer un développement socio-économique. Donc, voilà les mesures pour trois mesures assez générales des institutions. Donc, si on cherche à tout résumer, on peut résumer dans trois grandes mesures. La qualité de la gestion des affaires publiques, via la corruption, droit politique, efficience du secteur public, etc. Existence de lois protégeant la propriété, ça c'est très important. Efficacité des pouvoirs publics. Voilà donc voilà l'indice global de la gouvernance, hein. Vous avez les facteurs dont on avait parlé. Là. Donc ça c'est le profil institutionnel. Donc lorsqu'on a tous les critères, hein, tous les critères institutionnels, hein, on peut constituer ce qu'on appelle profil institutionnel d'un pays. Hein. Voilà, nous avons 9 chapitres. Les institutions politiques, cohésion sociale, l'ordre public, nidam al-am, la gouvernance publique, l'ouverture sur l'extérieur, la liberté des marchés, la régulation ou la concurrence. Tout ça permet de constituer ce qu'on appelle profil institutionnel d'un pays. À travers ce profil institutionnel, on peut dire que ce pays il est développé ou bien sous-développé. Donc, il y a, si vous voulez, un profil optimal qui permet donc de juger du degré de développement d'un pays. Alors bien sûr, là, c'est un champ très vaste. Voilà, on a essayé donc de résumer à l'extrême. Voilà donc ce qui achève ce chapitre troisième sur le sous-développement. Je vous remercie pour votre attention.